Merci beaucoup à toute l'équipe d'organisation. Je suis ravie de participer à cette journée d'études, d'autant plus que ça a lieu au Centre de linguistique appliquée à Besançon. Ces derniers temps, j'ai été dans des recherches plutôt tournées vers l'histoire de la linguistique appliquée et des applied linguistics en anglais. Et j'ai compris la position cruciale de Besançon dans cette histoire-là. Je ne vais peut-être pas en parler aujourd'hui, mais j'ai mis quelques éléments dans ma bibliographie pour ceux que ça intéresse sur ce lien entre didactique des langues et linguistique appliquée. Mais aujourd'hui, j'ai donc choisi de parler de l'écran et la classe de langue, la théorie pratique de l'interaction dans la communication médiée par ordinateur. Je vais organiser mon intervention en 4 temps. Je vais commencer par parler de l'acquisition des langues secondes. Donc, ça marque un peu une différence avec les interventions précédentes. Et je vais vous parler plus spécifiquement d'une approche qu'on appelle l'approche cognitive interactionnelle, qui a beaucoup de choses à dire et d'éléments qui sont utiles pour nous dans l'enseignement, apprentissage des langues, avec et sans technologie, à mon sens. Donc, je vais prendre une partie de cette approche, la négociation du sens, et je vais vous expliquer un petit peu l'intérêt de cette idée pour l'interaction en classe de langue. Je vais voir cette négociation dans le cadre de la communication médiée par ordinateur. Et en fin de présentation, je vais vous montrer un petit peu quels effets ça peut avoir sur les pratiques de classe de langue. Donc, pour ce qui est de la première partie, je vais mettre ensemble deux disciplines qui sont parfois vues comme deux parties d'un même ensemble et comme deux choses très différentes. D'un côté, nous avons l'acquisition des langues secondes et de l'autre côté, nous avons la didactique des langues. Et dans le premier cas, on s'intéresse très souvent à l'acquisition naturelle, c'est-à-dire en dehors de la classe de langue, alors qu'en didactique des langues, notre objet est proprement parlé la classe de langue. Et on parle à ce moment-là de l'enseignement en milieu guidé. Mais à l'intersection des deux, on a ce qu'on appelle l'acquisition des langues secondes en milieu guidé, là est le guidé, et là, on cherche à étudier l'impact de l'enseignement sur l'apprentissage, l'acquisition, c'est-à-dire par le processus conscient et inconscient. Donc, je m'intéresse à ça aujourd'hui. J'ai une citation de Lowen 2015 à partager avec vous, où il explique qu'il s'agit d'un domaine d'exploration scientifique fondé aussi bien sur la théorie que sur les données empiriques, et qui se donne pour objectif de comprendre comment l'acquisition et le développement d'une langue après la première sont activés ou favorisés par une manipulation systématique des mécanismes d'apprentissage ou des conditions d'apprentissage. Aujourd'hui, on va être plutôt dans la question de manipulation de conditions. Mais pour expliquer un petit peu mieux cette idée d'AL de guider, on pose la question quelle est la meilleure façon d'apprendre ou faire apprendre une langue après la première langue. Il s'agit bien d'un domaine scientifique où on va avoir affaire à la fois à des théories, mais aussi à des données qui sont récoltées sur le terrain. Et puis l'objectif, c'est de comprendre comment arriver à nos objectifs et notamment comment faire acquérir ou comment acquérir une compétence communicative à base des connaissances à la fois explicites et implicites. Alors pour ce faire, nous allons procéder, comme je l'ai dit, à une manipulation systématique, d'une part de mécanismes d'apprentissage, comment l'élève, l'enseignant, l'étudiant, l'apprenant assimile l'input qu'il reçoit, comment il stocke les connaissances, comment il se débrouille pour produire dans la langue cible. Et de l'autre côté, on va avoir une manipulation des conditions d'apprentissage. Donc, ça peut être à la fois la classe traditionnelle par rapport à la classe virtuelle, mais ça peut aussi être des manipulations faites par l'enseignement ou l'apprenant lui-même par rapport aux conditions de classe. Donc, on va avoir à faire des méthodes d'enseignement. En général, nous nous intéressons à comment faire communiquer les apprenants et après, comment attirer l'attention sur la forme linguistique, mais au cours de ces activités focalisées sur le sens.
Donc, je vais vous proposer une approche qu'on appelle l'approche cognitive interactionniste. Donc, c'est une théorie parmi d'autres d'acquisition L2. Ça provient d'une théorie de l'interaction qui a été proposée par Long dans les années 80 et 90. Et ça donne lieu maintenant à ce qu'on appelle une approche cognitive interactionniste. Pour Gass et Mackey, par exemple, la relation étroite entre interaction et apprentissage n'est plus à démontrer. D'ailleurs, quand on conçoit des activités pour nos classes, nous sommes toujours dans l'idée de vouloir provoquer, encourager, favoriser l'interaction. Et aujourd'hui, je vais essayer de m'attarder un peu sur la question de pourquoi on a envie de faire ça. Et une des raisons, c'est que cette approche cognitive interactionniste va nous donner des raisons, nous donner des outils aussi pour informer notre enseignant. Donc, quelques concepts clés qui vous seront sans doute assez familiers. Il y a la négociation du sens, il y a la négociation sur la forme et il y a la rétroaction. Et pour Long, la négociation du sens, plus particulièrement une négociation qui déclenche des modifications interactionnelles de la part d'un interlocuteur, va favoriser l'acquisition car elle crée des liens utiles entre input, capacité interne et production. Donc aujourd'hui, je vais beaucoup parler de négociation du sens. Et donc, pour aborder ce domaine, dans les années 90, on commençait à se poser des questions de quelles sont les types d'activités, quelles tâches peut-on utiliser pour déclencher la négociation. Et Pica, en 1994, a fait une typologie où elle commençait par des tâches d'interaction obligatoires, par exemple des tâches de déficit d'information, où il y a une personne, un apprenant dans un groupe qui connaît quelque chose que les autres ne connaissent pas, et l'interaction est donc provoquée déficit d'information. Une autre forme de tâche, c'est ce qu'on appelle en anglais le jigsaw task ou un puzzle, où chacun des participants va avoir une partie des informations qu'il faut donc mettre en commun. Donc, ce sont des choses qui vous sont sans doute très familières. Après, pour Pica, il y a l'interaction optionnelle, par exemple la résolution de problèmes, la prise de décision ou encore l'échange d'opinions. Et dans sa typologie, elle fait l'hypothèse que l'interaction optionnelle va être un petit peu moins efficace pour provoquer et déclencher la négociation que l'interaction obligatoire. Et on va voir, certains autres chercheurs, enseignants-chercheurs, ont essayé de tester cette hypothèse. Donc, qu'est-ce que c'est une séquence de négociation? Pour Long, il y a trois parties ou trois possibilités. On peut avoir une demande de clarification qui signale un réel problème de compréhension lors d'une interaction. Par exemple, un interlocuteur dit pas de fruits secs, non? Et l'autre dit je connais sec, mais pas fruit. Qu'est-ce que c'est fruit? Ça, c'est une demande de clarification. À côté de ça, on peut poser la demande de confirmation où on exprime un doute sur le sens d'un message. Dans mon dessin, il y a un oiseau, seulement un, j'ai 5 oiseaux. Donc ça, c'est la demande de confirmation. Et puis, il y a tout simplement la vérification de compréhension, où l'interlocuteur perçoit ou parfois même anticipe une difficulté en disant « Est-ce que vous comprenez le mot escalier ?» Donc voilà pour le cadre. Ensuite, qu'est-ce que ça signifie pour nous? On va essayer de proposer des tâches à obligatoires ou optionnelles. On va essayer d'observer l'incidence des déclencheurs de négociation. On va essayer d'étudier ces séquences de négociation pour identifier une production modifiée. Et puis, on va essayer d'estimer l'impact de ce type de négociation sur la production des apprenants. Et pour ce faire, pour vous présenter ce qui a été fait dans le domaine, je vais vous parler de ces 4 études que vous voyez à gauche. Donc, comme je vous ai dit, Pica nous a parlé d'une typologie de tâches et son hypothèse, comme je l'ai dit, était de privilégier, ou sa recommandation était de privilégier les tâches à négociation obligatoire sous prétexte que ça risquait de provoquer plus de négociations. Foster a essayé de tester cette hypothèse. Elle était dans une classe en présentiel avec une vingtaine d'apprenants adultes d'anglais L2. Elle a transcrit les interactions de groupe pendant que les apprenants effectuaient des tâches différentes. Elle a trouvé
que moins de 20% des interactions enregistrées montraient une négociation du sens, que seuls 20% des apprenants étaient concernés par ce type d'interaction et que dans le cas où ces négociations ont véritablement eu lieu, seuls 23% de la production était modifiée. Donc, sa conclusion, c'était que la négociation du sens n'était pas chose commune en classe de langue. Alors, Gass, Mackey et Ross-Feldman, en étant un peu plus sur l'idée que l'interaction était très importante, c'était des défenseuses de cette théorie, ont quand même démontré avec 74 étudiants américains d'espagnol L2 qu'avec une tâche à déficit d'information, qu'on pouvait tout à fait obtenir des séquences de négociation très fréquentes, c'est-à-dire 8 séquences en 10 à 15 minutes. Et ça, et que on trouvait cette fréquence à la fois dans les conditions, sous conditions expérimentales ou dans la classe. Et enfin, Eckert a repris l'étude de Foster, et donc avec des apprenants d'allemand L2, et a trouvé des aussi décevants en quelque sorte que ceux de Foster, puisqu'il a trouvé moins de 6% de négociations dans les tâches qu'il a observées dans ses classes et seulement 26% des productions modifiées. Donc, bilan assez mitigé. Pour Foster, ça indique pour Foster, la conclusion à tirer, c'est que indiquer aux autres chaque fois qu'on ne les comprend pas est un bon moyen pour se sentir et paraître incompétent. Pour Eckert, les étudiants perçoivent ces tâches comme une activité relativement informelle qui a lieu dans l'intimité protégée d'un binôme ou groupe avec l'objectif de s'entraîner en L2 et de maintenir une conversation aisée plutôt que de produire un langage correct, de s'auto-évaluer ou d'apprendre. Donc, ce que je peux dire, moi, c'est que si la négociation est souhaitable, on a LDE guidé, elle n'est pas toujours facile à déclencher en classe de langue. Alors, quid de la situation avec les technologies, la question qui nous préoccupe aujourd'hui. Donc, dans mes intersections de domaines, je vais rajouter un autre domaine qui est l'apprentissage assisté par ordinateur ou l'apprentissage des langues médiatisées par les technologies pour retrouver un autre domaine que j'ai appelé moi l'acquisition L2 médiée par les technologies. Mais ce diagramme nous fait penser, est-ce qu'il y a vraiment une différence entre AL2 guidé et pas guidé dans le domaine des technologies? Et pour Reinders et Stockwell, il est très difficile de trancher entre ce qui est guidé et ce qui n'est pas guidé. Donc, on ne va peut-être pas s'attarder sur cette question-là. Par rapport à cette approche interactionniste, on peut trouver des modalités d'interaction que vous connaissez, qui sont les modalités synchrones, asynchrones, à l'écrit ou à l'oral. Et pour Ziegler, la communication médiée par ordinateur est très bien adaptée à l'approche interactionniste, ou peut-être je pourrais dire dans l'autre sens, puisque le CMO favorise la L2 en fournissant l'occasion aux apprenants de recevoir des rétroactions, de repérer des écarts entre leur interlangue et la langue cible, ainsi que de s'exprimer en L2. Alors, comment se passe la négociation dans ces situations ici? Donc, on va faire à peu près la même chose. On va essayer de créer des tâches pour stimuler l'interaction et la négociation du sens. On va observer l'incident de négociation. On va étudier ces séquences et on va essayer d'estimer la fréquence et l'impact de ce type de négociation sur l'acquisition L2. Et pour ce faire, j'ai deux exemples à vous proposer, de Smith en 2003 et de Van der Swart et Banning un peu plus récent. Donc pour Smith, la typologie des tâches de Pika, dans une étude avec 7 binômes d'étudiants en anglais L2, où on était en négociation du sens en CMO synchrone écrite, c'est-à-dire pas. Et Smith a comparé des tâches à interaction obligatoire avec des tâches à interaction optionnelle. Il a inclus des cibles lexicales inconnues pour stimuler la négociation
Et puis, ils voulaient voir la différence entre ces deux possibilités. Donc, juste pour vous montrer les tâches, voici une tâche Jigsaw Task, un puzzle, où l'étudiant A va voir 3 images comme ceci, avec 4 mots de vocabulaire qu'il peut utiliser pour effectuer la tâche. L'étudiant B a 3 autres images avec 3 autres mots. Et puis, l'idée était de remettre ces images dans l'ordre en négociant par chat. Deuxième type de tâche était une tâche décisionnelle où il fallait sur 4 items vus d'un étudiant et 4 items vus de l'autre, sur ce lot de 8 items, donc il fallait faire un choix de 4. Alors, donc pour analyser les interactions, Smith a repris le modèle de langue que je vous ai montré tout à l'heure, en estimant qu'une séquence de négociation démarrait avec un déclencheur, ce qui pose problème, qu'après, il y a les 3 types de signaux que je vous ai montrés, la vérification de compréhension, la demande de clarification ou la demande de confirmation, qu'il y aura ensuite une réponse du premier interlocuteur, et puis une quatrième tour possible, optionnel, qui une réaction terminer la séquence de négociation et revenir à la tâche à proprement parler. Les résultats de Smith, donc, il a trouvé un très bon pourcentage, une bonne proportion de tours de parole concernant la négociation du sens. Donc, 34 tours de parole, 34% des tours de parole concernaient la négociation. Et Smith estimait qu'on ne pourrait guère faire plus sans vraiment ne plus avoir d'interaction convenable du tout. Il a trouvé par contre qu'il y avait moins de négociations dans le puzzle et plus dans la tâche décisionnelle, ce qui est l'opposé de ce que prédisait la typologie de Pica. Par contre, quand on va dans le détail et on enlève les mots cibles qui avaient été mis dans la tâche de la négociation, donc quand on regardait la négociation incidente, qu'on peut imaginer aurait eu lieu sans ces mots cibles, à ce moment-là, c'est le puzzle qui provoque plus de Smith note aussi que 94% des déclencheurs ont donné lieu à une séquence de négociations complète avec les 3 tours et 80% avaient même le 4e tour optionnel. Donc, un bilan très positif pour la négociation du son. Et donc, c'est une négociation qui est à la fois plus fréquente et plus rigoureuse que ce qui se trouve en présentiel chez Foster et Eckert, comme on l'a vu. Après, un bilan plus mitigé des travaux de Van der Swaard et Banink, où il y avait ce qu'ils appellent, même dans les titres, de la publication, une non-incidence des négociations. Ici, on avait des binômes d'étudiants australiens et néerlandais qui étaient impliqués dans un projet d'écriture. Et on concevait des activités de négociation qui pouvaient être faites à la fois ou soit en chat, soit à l'oral. Donc, on pouvait comparer les 2 modalités. Et on a comparé également des tâches visionnelles, un choix de cadeaux, une liste d'envie, comme les exemples de Smith que je viens de montrer, mais aussi une tâche avec un contenu culturel où on racontait une blague australienne qui était difficilement compréhensible pour les étudiants néerlandais. Donc, l'idée était d'inclure ces cibles lexicales et ces contenus culturels inconnus et d'enrober le tout, si vous voulez, dans un projet beaucoup plus large pour stimuler la négociation. Alors, ce qui s'est passé, c'est que après les déclencheurs, on retrouve une absence d'incompréhension de la part des Néerlandais. Et c'est l'interprétation des chercheuses, c'est qu'il s'agit d'un souci de préservation de la face. On ne veut pas dire qu'on ne comprend pas, on veut préserver et on veut continuer l'interaction. Elles ont quand même trouvé qu'il y avait plus de négociations par chat que par visio, parce que c'était un peu plus facile de dire à l'écrit qu'on ne comprend pas que quand on voit le visage de son interlocuteur.
et que les chercheuses pointaient une difficulté sociale particulière pour les étudiants avant. C'est difficile quand on fait des compliments sur la qualité de son anglais, après de devoir dire qu'on ne comprend pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ces cas où la négociation attendue n'a pas eu lieu? Alors, il y a eu soit une orientation sur la tâche, ça c'est quand la négociation s'est bien passée, ou quand la négociation était trop difficile ou on voulait éviter, on passait à une orientation sociale. Et la conclusion des chercheurs était que si une tâche comporte trop de déclencheurs, trop de difficultés de compréhension, les participants vont tout simplement abandonner la négociation. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va contourner le problème de plusieurs manières. Soit le natif va modifier l'input en amont pour faciliter la compréhension, soit le non-natif va faire semblant de comprendre et le natif va éviter de vérifier la compréhension de manière à préserver la face. Et donc, les participants dans cette étude préfèrent éviter les négociations du sens trop soutenu et passent à ce moment-là une orientation sur la tâche à une orientation sociale. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Donc, les chercheurs pointent de résultats paradoxaux en disant que les objectifs et les principes même de l'apprentissage par la tâche peuvent entraver la négociation du sens qu'ils cherchent à promouvoir. Donc, c'est vraiment ça. Alors maintenant, dans la reste de la présentation, je vais vous montrer quelques pratiques de classe ou un exemple en particulier de pratiques de classe tirées d'un projet, c'est-à-dire des projets sur l'utilisation des technologies autour de la tâche. Et pour ça, je vois ce projet eTilt, Interactive Teaching in Languages with Technology. Ceux qui me connaissent savent que c'est un projet sur lequel j'ai travaillé un certain nombre d'années. Qu'on a essayé dans ces projets de profiter des tâches de recherche en AL2, y compris en milieu guidé, comme je viens de dire, qu'on est parti sur une conception de la tâche telle qu'elle est proposée par Ellis, Long, Robinson, Skien, et qu'on avait un format de la tâche pédagogique qui a pour critère la collaboration sur une activité authentique, sur la primauté du sens, sur la notion d'écart d'information qu'on a évoquée dans ce qui précède aujourd'hui, et cette idée d'apprenants qui doivent utiliser leurs propres ressources linguistiques plutôt que de reprendre des choses proposées par l'enseignante. Et on a trouvé ça d'autant plus intéressant que c'est en lien assez direct avec l'approche actionnelle du cadre CECRL qu'on utilise, qu'on trouve de plus en plus à la fois dans les écoles, collèges, lycées, mais aussi dans l'enseignement supérieur. Alors, projet eTilt, Interactive Technologies in Language Teaching, puis Interactive Teaching in Languages with Technologies. Ce sont des projets européens où nous avons aidé les enseignants, nous avons travaillé avec des enseignants, soit sur un soutien technologique à l'utilisation du tableau blanc interactif, soit sur l'utilisation de d'autres technologies mobiles, par exemple les tablettes ou les smartphones. Et dans le deuxième projet, on s'est soucié plus du côté pédagogique. Et je vais vous montrer un exemple aujourd'hui qui s'appelle Who's Who. Je vois de mon côté que j'ai une connexion Internet un petit peu instable. Donc, si jamais les vidéos ne passent pas bien, vous pouvez les retrouver au lien qui est là et qui sera sans doute dans le chat à la fin de l'intervention. Donc, ne vous inquiétez pas s'il y a petits soucis techniques. Donc, je vous parle d'un projet de télécollaboration c'est une télécollaboration en langue anglaise entre une classe primaire française et une classe allemande. Et l'idée était d'échanger des vidéos pour identifier les élèves dans l'autre classe à partir d'une photo de classe. Donc, on voit bien que c'est une tâche normalement à interaction avec déficit d'information où on peut peut-être mieux décrire comme une tâche à résolution de problème, le problème étant d'identifier les élèves sur la photo. Donc, cette activité s'est faite en trois parties. Je vais vous montrer la première partie, la préparation des vidéos.
Julian. G A I U. I, U L, L I, I A double N N, A. A. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de cette interaction? On est en train de faire la vidéo, il faut se présenter, il faut épeler son prénom, il faut s'entraîner, s'enregistrer sur la tablette difficile, surtout quand on a des prénoms compliqués. Il y a quand même la possibilité avec la tablette de vérifier son enregistrement, de revenir dessus. Donc, il y a beaucoup d'affordances pour soutenir l'apprentissage, mais on peut quand même se poser la question d'interaction et de négociation. Est-ce que c'est une activité qui permet d'entrer dans la négociation du sens et d'interagir? Alors, on continue un petit peu sur la suite. Maintenant, on est à la phase d'écoute des vidéos des élèves allemands. Alors maintenant, vous allez m'écouter. J'entends, je ne connais pas les prénoms. Évidemment, vous ne connaissez pas les prénoms. On va écouter les vidéos où ils vont se présenter. Écoute un peu. Vous avez fait des vidéos, vous êtes présentés. Donc en ce moment, les petits-enfants allemands, ils sont en train de voir vos vidéos. Ils sont en train de noter les informations que vous avez dites, c'est-à-dire votre nom, votre âge, ce que vous aimez, où vous habitez. Tu avances un peu? D'accord? Eh bien, nous, on va faire la même chose. D'accord? Donc, pour l'instant, vous ne connaissez pas les prénoms, vous allez... Alors, donc là, on est en train de regarder les vidéos, c'est la compréhension de l'oral, et on est en train d'essayer de repérer les élèves sur la photo de classe. On voit qu'il y a un petit problème de compréhension de la tâche et du contexte global de la part des élèves, et il y a aussi une difficulté d'impliquer les élèves dans la résolution du problème. Parce que quand on a fait un débriefing avec l'enseignante après, on a trouvé cette difficulté de mise en œuvre de la tâche. Et l'enseignante française a attribué un élève allemand à chaque élève français, ce qui a complètement enlevé ce problème de résolution de problème de la tâche. Et c'est ce qu'on voit souvent dans les tâches qu'on a mises en place dans le cadre de ce projet, c'est que l'intérêt même de la tâche qui est dans la conception de la tâche ne se retrouve pas dans la mise en œuvre de la tâche une fois lancée en classe. Et dernière partie, donc, le retour vidéo des élèves français. On a effectivement 2 minutes pour conclure. Et Shona, si tu peux... Tout à fait, je peux sauter la fin. Ce que vous allez voir, c'est une suite ce que vous aurez vu, une suite d'élèves qui présentent, qui racontent et qui ont mémorisé un petit texte sur chaque élève. Et donc là encore, on peut se poser la question d'interaction et de négociation. Donc, les questions que j'ai envie de me poser à la fin ici, c'est est-ce qu'on n'assiste pas à un peu une même situation que ce qu'on a vu dans les travaux de Vanderswaard et Banning, où on passe d'une orientation sur la tâche à une orientation sociale, c'est-à-dire on se soucie plus d'un bon déroulement des activités d'apprentissage. On voit que les enseignants, tout comme les étudiants qui étaient un petit peu en difficulté, préfèrent éviter les négociations du sens pour préférer et privilégier la réussite des élèves. Et en formation, nous aussi, nous mettons en avant, ce qu'on a fait dans ce projet, les activités réussies et les productions abouties. Donc la question que je me pose, c'est que faut-il songer à aborder la difficulté autrement pour favoriser l'acquisition? Et est-ce que, donc, en guise de conclusion, je voudrais dire que les avancées en ALD guidée et en ALD-T guidée nous renseignent sur l'impact de la négociation du sens et des difficultés pratiques qui sont associées. Et si l'approche actionnelle nous permet d'intégrer certains aspects des théories dans la conception des tâches, c'est moins le cas pour la mise en œuvre et l'évaluation de la tâche, et que peut-être un recentrage sur les interactions pourrait être bénéfique. Et on pourrait se demander qu'est-ce une bonne interaction
vraiment. Alors, je vous remercie de votre attention. J'espère que je suis à peu près dans les temps et je vais arrêter donc mon partage. Je te laisse lire les questions sur YouTube, peut-être? Pour l'instant, je vois des remerciements, je ne vois pas de questions, mais peut-être je suis un peu en décalage. Alors, il y a une question. L'absence de négociation du point de vue des étudiants peut-elle être mise en corrélation avec le phénomène de l'atophobie, selon vous? L'atophobie, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je suis désolée. Donc, si vous voulez m'expliquer sur la question de l'atophobie, je veux bien essayer de répondre. Sinon, une question sur les interactions permises par la négociation de la forme. C'est vrai que je n'ai pas touché, j'ai plutôt voulu m'orienter sur la négociation du sens, parce que c'est souvent quelque chose qui est négligé dans la mesure où notre idée classique de la classe de langue concerne la négociation de la forme. On est très souvent amené à corriger les élèves et pas et moins être dans vraiment le sens, alors que l'approche partage nous encourage à nous focaliser sur le sens. Peur de parler en public et commettre des erreurs de langue. D'accord. L'absence de négociation. Oui, peut-être. Mais d'un autre côté, les études que je vous ai montrées, c'était des échanges par Skype et par chat fermés et en binôme. Donc, je pense que la question est plutôt, c'est pas vraiment lié à la question de parler en public, mais ça peut être à voir avec les technologies. Et dans beaucoup d'études, on voit qu'il y a plus de négociations par écrit que lorsque les vidéos sont allumées. Et c'est peut-être une chose qu'on a appris pendant le confinement aussi et les cours en distanciel, c'est que les étudiants ont souvent pas très envie de mettre leur caméra et préfèrent participer par chat. Une différence dans les liens entre négociation du sens et tâches en fonction du type de public. C'est vrai que j'ai comparé études avec des adultes en différé, en synchrone, avec des tâches d'enfants en asynchrone. Mais je pense que c'est d'ailleurs l'intérêt de revenir sur la question d'interaction, parce que si on s'intéresse tellement à l'interaction, c'est parce qu'on pense que ça a un effet sur l'acquisition et que ça doit pouvoir agir même au niveau de jeunes apprenants. Et ma question, en regardant ces vidéos qui datent de quelques années, avec le recul sur ce qui se fait sur la négociation du sens, me fait penser qu'on pourrait revoir ce qu'on fait avec les jeunes enfants pour justement, sinon provoquer des difficultés de communication, au moins mieux profiter des moments de difficulté plutôt que de les lisser et d'essayer de les éviter en faisant apprendre les choses par cœur. Voilà. Autre question. Effet de la consigne. Il ne serait pas intéressant de montrer l'intérêt de dire quand ils ne comprennent pas. Et la question de centration sociale et formelle de la tâche. C'est vrai, c'est très délicat parce qu'on n'a pas envie non plus de mettre les enfants en difficulté, on n'a pas envie qu'ils perdent la face. Mais d'un autre côté, il faut trouver le juste milieu entre vraiment être dans la négociation, pouvoir recevoir le retour de l'autre et se débrouiller tout seul et donner un soutien qui permet de le faire sans le faire à leur place. Donc, c'est ça qui est difficile et c'est ça que je voudrais essayer de voir dans les formations et les projets à venir. Effet de la consigne. Ouais. La négociation de sens a
apporter dans votre d'une activité pour les petites classes? Qu'est-ce qui se passe? Alors, dans le projet eTilt, on avait on avait un niveau où il y a des interactions avec étudiants à l'université, avec des élèves en collège et en lycée. Et j'ai choisi cet exemple-là parce qu'il fallait en choisir un et parce que j'avais un retour très intéressant du point de vue de l'enseignant. Mais il faut dire que c'est un peu le sentiment que j'avais dans beaucoup d'autres vidéos. Donc, je vous invite à consulter le site eTilt pour regarder d'autres vidéos. Mais en général, là, peut-être, on revient à la question de présenter des choses en public parce qu'aucun enseignant a envie de montrer quelque chose qui n'a pas marché. Aucun étudiant ou apprenant a envie de montrer au monde un moment où il était en difficulté. Et pourtant, c'est là où on pense vraiment pouvoir avancer dans l'acquisition de la langue. Donc, c'est peut-être un problème plus global à voir avec les projets et les ressources éducatives libres. Eva Lacroix dit j'ai développé un projet d'échange scolaire appelé Qui est qui, incluant une vidéo à la fin pour reconnaître la personne. Et oui, c'est un projet, très typique qu'on essaye de mettre en place. Et ce qui me frappe, c'est qu'à chaque fois, on a tendance à enlever cet objectif de résolution de problèmes en le rendant aussi un peu comme une classe de langue, comme un cours de langue. Je pense que nous avons atteint la durée. D'accord. Merci beaucoup, Shona White, pour cette présentation intéressante qui a suscité beaucoup d'interactions et d'échanges. En tout cas, à très bientôt, j'espère.